Bonjour, je suis heureux d'avoir rendez-vous aujourd'hui avec Dominique de Montvalon pour faire un tour d'horizon de la politique française. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Écoutez, je suis par formation, par profession, journaliste, d'abord politique, encore que la politique englobe tout. J'ai envie quand même de vous dire ce qui me préoccupe d'abord, comme Français, et ça va au-delà de la France évidemment, c'est le virus. Quand il perturbe complètement, le mot est modéré, il perturbe complètement nos vies depuis des mois et des mois, gravement, entraînant son lot de morts et de malades et une vie quotidienne qui est complètement bouleversée. Quand allons-nous en finir avec ce virus que le professeur Delfraissy, il y a quelques semaines, le professeur Delfraissy est le président du conseil scientifique auprès du président de la République, avait qualifié de diabolique. Ben, effectivement, il est diabolique. Alors, c'est important parce que ça perturbe complètement nos vies, il faut garder son sang-froid, mais il faut un effort pour ça. Et puis aussi, nous allons sûrement en parler, à l'horizon se pointe maintenant l'élection présidentielle. Selon qu'on aura dominé ou vaincu ce virus, ou qui sera toujours présent, la façon dont va se passer cette présidentielle sera radicalement différente. Oui, mais en même temps, on peut peut-être voir les choses d'une autre façon. C'est qu'il y a de plus en plus de Français vaccinés et donc on va arriver bientôt à cette immunité qui, par exemple, existe déjà en grande partie aux États-Unis, puisque les Américains vont pouvoir voyager à l'étranger, venir en France avec leur passeport vaccinal. Donc on peut peut-être aussi se dire que toute cette affaire est en train de se terminer. Vous avez tout à fait raison. Vous présentez, j'y adhère évidemment, la vision optimiste. Je n'ai pas d'ailleurs une vision pessimiste, mais on a tellement été douchés dans nos espoirs et dans nos attentes qu'on ne croira comme saint Thomas que ce qu'on verra concrètement. Effectivement, on a quand même le sentiment qu'avec des à-coups, des chaos, on voit arriver le moment où l'horizon se dégagera. C'est l'hypothèse que je retiens, c'est évidemment l'hypothèse que je souhaite. Mais il aura fallu patienter, mais si c'est après-demain ça notre lot, bah, bravo, on n'aura pas de mal à s'adapter. Alors la grande affaire, c'est effectivement l'élection présidentielle dans maintenant 1 an. Et vous pensez, quel est l'événement qui pourrait, venant du virus, bouleverser la donne de l'élection présidentielle? Alors attendez, je ne veux pas me contredire puisque j'ai adhéré à votre vision optimiste des choses et qui me paraît aussi une vision réaliste. Enfin, il y a 2 schémas. Ou bien finalement avec les variants, avec des imprévus que nous ne pouvons pas imaginer, sans que ce soit aussi dur et difficile à vivre que ce qu'on a vécu depuis quelques mois, le virus est toujours présent et il y aura quand même une interrogation pour le président de la République. D'une part, est-ce que les Français le créditeront à ce moment-là d'avoir bien mené d'avoir bien tenu le gouvernail français pendant cette épidémie, ou bien, et donc on pourra parler, si je puis dire, dans le final, d'autres choses, des enjeux pour la France, c'est important, l'économie, la politique internationale, la vie quotidienne des Français, ou bien est-ce qu'ils diront, ça existait, hein, prenons un exemple, enfin ça existait, oui. Ils diront, bon maintenant on passe à autre chose, on passe peut-être à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'hypothèse que je privilégie, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas, ça, c'est à 1 an d'élection, écartée. C'est l'hypothèse Churchill-De Gaulle. Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors, De Gaulle, oui. Prenons Churchill, parce que c'est peut-être le plus, nos amis britanniques, c'était plus. Quand Churchill, qui d'ailleurs a été nommé Premier ministre, ça n'a pas été facile lorsqu'il a été finalement nommé, mais il a été l'homme de la guerre, l'homme de la victoire pour les Britanniques dans le cadre de la coalition des Alliés. Mais après, c'était, voilà, merci monsieur. Merci Winston. Maintenant, on passe à quelque chose d'autre. Donc c'est une des références, effectivement, qu'on peut avoir en tête. Donc voilà, les conséquences sont importantes. C'est pour ça que quand vous m'avez interrogé, j'ai d'abord parlé du virus, même si je pense que l'horizon s'adoucit et qu'on peut raisonnablement être optimiste, mais les conséquences seront fortes. Même si ça va bien demain ou après-demain,
les conséquences peuvent exister avec un scénario à la Churchill. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, le président est en place et tient la barre. Et il n'est pas aimé de tous les Français, on va dire ça comme ça, avec des guillemets, aimé de tous les Français. Mais c'est quand même lui qui apparaît comme l'homme clé au jour d'aujourd'hui. Oui. Mais ça bouge tellement, la terre tremble, la mer est déchaînée que... Vous savez, j'ai suivi comme journaliste politique beaucoup d'élections présidentielles depuis des années, et toujours la lutte pour le pouvoir, surtout dans les institutions de la Ve République qui donnent un poids considérable au président de la République, c'est pas un truc pour enfants sages ou pour école maternelle, hein, si je puis ainsi m'exprimer. Mais là, on est dans une situation très tendue, très nerveuse. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Et souvent des surprises. On a déjà vécu sur différents terrains énormément de surprises, plus qu'à l'ordinaire, depuis plus d'un an, depuis 3 ans, 4 ans, etc. On finit par oublier les surprises qui nous ont secoués sur le moment. Il peut y avoir des surprises. Il y aura forcément des surprises. Ce qu'on ne peut pas, par définition, savoir, c'est jusqu'à quel point influeront-elles sur le résultat de l'élection présidentielle. Mais cette dernière année qui se profile est une année capitale, tendue, imprévisible, à secousses. Alors, par exemple, pour les surprises, est-ce que ce serait une surprise s'il y avait un candidat de droite qui pourrait s'imposer, au moins déjà dans la campagne, face au président Macron ? Ce ne serait pas une surprise. Entendons-nous. Non, ce ne serait pas une surprise. Je m'explique. J'aime pas les généralités, mais je vais vous dire, clairement, dans les valeurs reconnues par une majorité des Français, dans les attentes d'une majorité des Français, dans les logiques qui prévalent aujourd'hui, j'aime pas les formules toutes faites, mais je vais dire, clairement, la barre est à droite. Hein. Le climat ambiant est très... pas exclusivement, mais très majoritairement à droite. Je n'en aurais pas dit autant il y a 4 ans, ou a fortiori il y a 15 ans ou 20 ans. Mais il est à droite. Donc d'une certaine manière, l'élection présidentielle, d'une certaine manière, à condition de ne pas oublier ceux qui se reconnaissent plus dans les valeurs de la gauche, doit se jouer à droite. Alors à partir de là, il faut savoir qui va surgir et qui sera capable à la fois d'incarner un courant et de fédérer. Hein. C'est compliqué, hein, parce que la droite de la droite, ou la droite extrême, pas tout à fait la même chose, mais enfin, vous voyez, hors de ce que nous avions connu depuis 30 ans, est forte aujourd'hui, très revendicative, impose ses thématiques et elle est un peu servie par les événements. Hein. Au moment où nous parlons, il y a quelques jours, il s'est passé un drame qui a frappé et qui continue de frapper énormément les Français, c'est Rambouillet. Vous avez raison, je vous rejoins. Rambouillet, où une mère de famille de 2 enfants s'est fait poignarder à mort, hein, par un immigré qui n'était d'ailleurs, enfin qui avait des papiers de présence sur le sol français, mais qui n'était pas régularisé complètement. Enfin, et c'était une policière, mais qui jouait un rôle, qui tenait un rôle important, d'autant plus qu'elle était très charismatique et bienveillante, tout le monde le dit, un rôle administratif. C'est terrible. Et c'est clair que beaucoup de Français ont été à la fois bouleversés par ce qui lui est arrivé et quelque part se sont reconnus dans cette femme qui ne portait pas l'habit de gendarme, qui était bienveillante, qui était cette mère de famille, qui était un peu... J'hésite à employer l'expression Madame Tout-le-Monde, non mais quelqu'un en qui on pouvait se reconnaître très facilement. Je ne dis pas que si ça avait été une policière ou un policier en uniforme, on ne se serait pas reconnu en lui, mais enfin encore plus facilement. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est très fort et ça fait partie du paysage. Avant, quand on parlait de campagne présidentielle, on parlait des grands meetings. Le virus aidant, si je puis dire, ou n'aidant pas, il n'y a plus de meetings. Mais par contre, quelque chose comme ça compte énormément.
Comment faire pour que ça ne se produise plus ? Comment réagit-on face à une tragédie de cet ordre ? Mais là, il est quand même tout à fait clair que malheureusement, l'État n'y peut rien, parce qu'on ne peut pas transformer tous les commissariats en forteresses, donner des gardes du corps à tous les policiers. Et ces attentats, ces micro-attentats qui sortent de la tête de gens qui visiblement ne sont pas tout à fait bien dans leur peau, nulle part on a trouvé le moyen de les empêcher. Ce n'est pas en changeant la législation ou qu'on pourra faire quelque chose. C'est compliqué. Il y a plusieurs années, dans un contexte qui n'avait rien à voir avec ça, Lionel Jospin, le candidat socialiste, avait payé très cher l'idée de dire, avec un réalisme qui se voulait lucide, ça, on ne peut rien faire. C'était plutôt les restructurations industrielles dont il s'agissait. Pour être clair, ce n'était pas du même ordre. Mais c'est la même logique. C'est-à-dire qu'il avait dit, je vais dire la vérité. Voilà, on n'y peut rien. Bon, il l'avait payé très cher. Autrement dit, je ne crois pas qu'un gouvernant aujourd'hui, ou quelqu'un qui aspire à gouverner demain, puisse dire voilà, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Alors en même temps, on met tout de suite quelque chose en face, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a quand même des questions qui se posent. Alors certains les posent sur un ton, d'autres sur un ton plus mesuré. Il y a d'abord des questions de sécurité. On peut se demander si en la matière on a fait tout ce qui était possible. Ensuite, il y a des questions de justice. Quand des décisions sont prises, sont-elles toujours appliquées ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que la question se pose. Sont-elles toujours impliquées intégralement et avec la dureté qu'appelleraient des exactions aussi terribles ? Et puis, il y a des problèmes concernant l'immigration. Alors je répète là aussi, tout le monde ne présente pas les choses de la même façon. À la limite, certains le disent ou le laissent entendre, stop à toute immigration. Bon, mais il y a quand même des questions qui se posent sur l'immigration clandestine et la régularisation de certains sur des bases ambiguës. Mais j'arrête, je pourrais continuer comme ça. Je vais vous dire une chose. Je crois que le mot guerre a été employé. Il n'est pas excessif. On est dans une guerre. Et il y a une fraction des islamistes, une fraction du monde musulman, des islamistes radicaux, qui sont prêts, avec des relais à l'extérieur, sont prêts à tout contre l'État français et contre la France. Le problème, c'est que nous ne devons pas amalgamer, de mon point de vue, tous les musulmans qui vivent en France, tous ceux qui sont d'anciens immigrés aujourd'hui régularisés, voire ayant la nationalité française, c'est le cas de beaucoup. On doit faire le distinguo. Mais le défi qui nous est lancé, et à nous Français, quelles que soient nos convictions, est un défi sans commune mesure avec ce que nous avons vécu depuis 30 à 40 ans, sans oublier naturellement que par ailleurs, il faut que la machine France tourne et que l'économie reparte. Il y a aussi cette terrible affaire Halimi, du nom de la victime aussi d'un tueur, qui finalement a été déclaré totalement irresponsable. Ça aussi, vous savez, ça fait des chocs successifs. Oui. Rien, ce que vous suggérez d'ailleurs dans vos remarques et questions. En quelques jours, on voit se succéder deux choses différentes, mais les nerfs des Français sont soumis à rude épreuve. Et ça vient de la même direction. Oui, absolument. Alors, ce qui a choqué, si vous voulez, c'est que Sarah Halimi, cette femme âgée qui a été torturée, puis ensuite jetée par la fenêtre, est morte donc dans des conditions absolument atroces et parce qu'elle était juive. C'est un exemple poignant de la montée dans certains milieux d'un antisémitisme absolument inadmissible et horrifiant. Bon, ça ce sont les faits. Ce qui a bouleversé en second, c'est qu'on pensait qu'il y aurait un procès de l'assassin. Et formellement, c'est l'état de la législation française, elle va changer. Le gouvernement s'est rendu compte qu'il allait falloir la changer. En réalité, il n'y a pas eu de procès parce que l'individu en question a été
a été mis dans un asile psychiatrique, enfin dans un hôpital. Aujourd'hui, on est dans un hôpital psychiatrique, et on a présenté comme n'étant pas maître de lui-même lorsqu'il a poignardé et assassiné et jeté par la fenêtre. En tout cas, je ne sais plus s'il l'a poignardé, mais enfin, on va pas. Cette pauvre femme. C'est vrai que dans la communauté juive, mais bien au-delà de la communauté juive, dans l'ensemble de la communauté nationale, ou la quasi-totalité de la communauté nationale, on a fini par admettre, parce qu'on nous l'a expliqué, qu'en l'état de la législation, les juges avaient respecté la législation, et c'était comme ça, c'était pas une dérobade ou une esquive, ou encore moins une trahison des valeurs de la République, mais il faut que ça change. Ils auraient pu même faire autrement. Ils auraient pu faire autrement, d'autant plus, je dis petit détail, si je puis dire, ce n'est pas un détail, d'autant plus que, par exemple, je dis ça basiquement, moi je ne suis pas du monde de la justice et du droit, mais par exemple, aucune reconstitution de la tragédie n'a eu lieu. Bon, il y a quelque chose qui a créé un malaise. Aujourd'hui, il faut que ça se passe dans le droit, avec un grand D, dans la justice, dans le respect de la loi, mais il y a une volonté d'une immense majorité de Français qui milite pour que ce soit, pour que la fermeté et l'autorité de l'État prévalent aux dépens de tous ceux qui se conduisent de cette façon. Et alors, quel est votre sentiment sur cette querelle latente concernant l'islamo-gauchisme ? Est-ce que ça ne concerne que les intellectuels, ou pensez-vous que des bribes de ce qui se dit à droite à gauche finissent par aussi se répandre je pense que c'est un débat de fond, un débat qui n'est pas artificiel, un débat qui est, je veux le croire, encore minoritaire dans certains milieux de l'université, certains milieux intellectuels, mais aussi certains milieux politiques. Non, je pense que c'est quelque chose qui est... C'est une réalité. C'est une réalité en partie importée de thèses américaines, d'ailleurs, de thèses des universités américaines. Le fait est qu'une partie de la gauche et de l'extrême gauche française donne le sentiment, alors je vais mettre encore un peu de nuance par scrupule, donne le sentiment d'avoir choisi leurs alliés. Et que c'est du côté de certains islamistes qu'ils jugent fréquentables que se situeraient des alliés fréquentables qui peuvent leur éviter de ne plus être demain minoritaires à vie. Donc on est quand même dans une situation qui d'ailleurs divise complètement la gauche. C'est une autre caractéristique de la situation, parce que la gauche traditionnelle et universaliste et droit de l'homiste, si je puis dire, n'est pas du tout sur cette base-là. Mais il y a l'expression islamo-gauchiste a fait réagir, elle est jugée provocatrice, je répète, elle n'est pas dominante, elle peut être discutée, mais elle n'est pas infondée. Non, elle n'est pas infondée. Est-ce que vous pensez-vous que éventuellement, le président Macron pourrait se retrouver en situation de ne pas pouvoir se présenter? Quels seraient les obstacles qui pourraient se mettre en travers de son chemin? Logiquement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Commençons par dire ça de façon très claire. Mais on a vécu tellement de choses sidérantes, on finit par s'y habituer, on finit par oublier tout ce qu'on a vécu de sidérant, qu'on n'est pas à l'abri, si je puis dire, de nouvelles choses sidérantes qui pourraient bousculer l'agenda politique traditionnel. En tout cas, clairement, la campagne présidentielle qui enfin va s'engager, ou s'engage déjà de facto malgré le virus, la campagne présidentielle va être forte, je dirais même qu'elle sera violente, et elle est évidemment imprévisible. Pour répondre plus directement à votre question, je dirais que il y a deux scénarios qui peuvent mettre dans le grand embarras, oui, j'emploie des euphémismes, le président Macron. Premièrement, un phénomène du type Churchill. Quand Churchill a été un chef de guerre difficilement mis en place, mais ensuite reconnu unanimement, qui est sorti vainqueur
dans le cadre de l'Alliance, mais au nom des Britanniques, de la guerre. Et après, la première chose qui était nécessaire derrière, c'était de l'écarter, de passer à d'autres, et j'ai envie de dire à quelque chose d'autre. Avec le virus qui aura plombé son quinquennat, Emmanuel Macron n'est pas à l'abri. Et toutes les péripéties de la lutte contre le virus. Et pas seulement, oui, vous avez tout à fait raison. Il n'est pas à l'abri d'un phénomène de cet ordre. Et puis la deuxième chose qui aboutirait, au conditionnel évidemment, pour le moment, à la même situation, c'est que quand on dit que tout est imprévisible, mais attendez, on a parlé il y a quelques minutes de Rambouillet. Vous parliez de la tragédie de Sarah Halimi et au moment où son assassin a été sans procès mis en hôpital psychiatrique. Mais il est possible, attendez, c'est pas un pronostic, je veux être prudent là-dessus, mais nous ne sommes pas, on va le dire comme ça, nous ne sommes pas à l'abri devant la guerre, parce que c'est le mot qui est admis par tout le monde, la guerre que nous ont... alors le virus, il est l'arrière-fond, espérons que ça va s'arranger. On va, disons, vers des jours meilleurs, mais la guerre que nous ont lancée les islamistes radicaux, on n'est pas à l'abri d'autres événements. Je n'ose dire comme ceux de Rambouillet, mais on avait Samuel Paty avant, qui a été décapité, enfin ce professeur. On vit dans un climat où il peut se passer des choses et l'exaspération, l'émotion et aussi l'exaspération de beaucoup de Français sont grandes. Oui. Alors vous avez parlé de Churchill, juste un mot pour dire que si Churchill a été un commandant en chef magnifique pendant la guerre contre l'Allemagne nazie, on ne peut pas dire que c'est la même chose du président Macron. Ça a été un général confus. On a tiré à U et à Dia et finalement, bon, les choses avancent qu'à un cas. Donc, mais ça, c'est une incidente. Et il y a aussi un événement dont je n'ai pas voulu comparer, je vous le dis, stricto sensu, Macron égale Churchill ou Churchill égale Macron aujourd'hui. Mais enfin, nous sommes d'accord sur la logique, on peut ne pas la partager. Mais... Alors, à propos des personnages, sur la scène de cette élection présidentielle, il y a à nouveau, sans doute, certainement, Marine Le Pen. A-t-elle, à votre avis, retrouvé la capacité d'être vraiment une candidate sérieuse, ou est-ce que son échec piteux la marque indéfiniment, quasiment? Écoutez, pardon de dire ça, mais j'ai envie de dire oui et non. Alors, est-ce qu'elle a... elle a su surmonter son échec piteux, je vous cite, en tout cas, qui était impressionnant. Et on se souvient du débat de l'entre-deux tours la fois précédente. Je me souviens que certains à droite, y compris Laurent Wauquiez, alors patron des Républicains, étaient totalement persuadés que jamais ne se remettrait d'un échec aussi spectaculaire, aussi impressionnant. Donc, vous voyez. Mais, donc, en ce sens, elle est revenue dans le jeu. Mais encore aujourd'hui, elle est discutée. C'est-à-dire qu'elle est en position... C'est difficile de voir comment les choses... Elle est revenue dans le jeu, elle est en position plus forte qu'elle n'était avant l'élection présidentielle de 2017, mais il y a quand même à l'extrême droite, à la droite de la droite et dans les rangs de la droite, un certain nombre de personnalités qui pensent qu'elle ne franchira pas l'obstacle. Qu'en quelque sorte, elle fera un meilleur... Attendez, je vais m'arrêter parce que je vais pas commencer à faire des calculs, mais ce que je veux exprimer, c'est qu'elle est beaucoup mieux que ce que certains prédisaient au lendemain de son catastrophique débat de l'entre-deux tours en 2017, mais il y a toujours, chez ceux qui lui font foi, enfin s'intéressent à ça et se situent dans cette mouvance-là, il y a toujours un doute. Est-ce qu'elle est la femme de la situation? La question, aux yeux de certains qui le disent ou ne le disent pas, ou le disent à mi-voix, la question se pose. C'est un climat très imprévisible, tout ça. Et juste une autre chose, ce qui est important, c'est de savoir si dans la droite classique, celle qui aura gouverné la France avec des chefs différents depuis les débuts de la Ve République, très largement, est-ce que va surgir quelqu'un qui... arriverait à incarner cette droite classique, ou alors est-ce que le fait que beaucoup de représentants de la droite classique aient rallié Macron, le fait que l'extrême droite soit très présente, interdit à cette droite d'être autre chose qu'une position forte mais marginale? Ça fait partie des incertitudes.
Alors, un appel lancé par de nombreux militaires, adressé au président Macron pour lui reprocher sa gestion d'un certain nombre d'affaires de sécurité et aussi la situation de la France. Est-ce que ce genre de choses témoigne d'une situation qui se délite en France Je vais vous dire deux choses. Premièrement, quand je pense aux militaires français, je pense d'abord à ceux qui risquent leur vie pour la France du côté du Mali, par exemple. Ouais. Je le dis pour que les choses soient claires. Deuxièmement, par tempérament, je préfère, mais je pense que je ne suis pas méprisant et en tout cas pas, encore moins paternaliste en disant ça, je préfère les militaires qui font leur devoir et qui ne s'engagent pas en mélangeant les rôles sur le terrain politique à ceux qui, même s'ils sont maintenant dans la réserve, s'engagent sans qu'on comprenne très bien si c'est eux-mêmes ou les autres qu'ils engagent sur ce terrain politique. Autrement dit, je vais être très franc, d'abord, j'ai un petit malaise devant cette situation. Néanmoins, un certain nombre de militaires, et parfois hauts gradés, qui sont dans la réserve, certes, oui, est jugé possible, utile, nécessaire de signer un texte très carré, très carré, sur le délitement de la France et le risque que cela s'aggrave, c'est un fait politique qui n'était pas tout à fait prévu, lui aussi, et qui est loin d'être négligeable. Hein. Je pense qu'au moment où nous parlons, Bernard, au moment où nous parlons, cette affaire n'a pas révélé tous ces secrets, si je puis dire, pas au sens de quelque chose de mystérieux, mais je ne pense pas qu'elle va disparaître comme un petit épisode. Parce que ces militaires aujourd'hui à la retraite, pas si nombreux, mais gradés, et puis il y en a d'autres qui les accompagnent, moins gradés et tout, ces militaires ont quand même jugé utile d'intervenir sur ce terrain-là politique. Ils l'ont fait en termes très carrés, avec gravité, et ça a marqué les esprits, et c'est quelque chose qui compte. Alors, de quelle façon on voit, au moment où nous parlons, que, par exemple, l'exécutif, le président et son gouvernement, ne savent pas encore très bien comment ils vont réagir. Il y a ils ont été tellement pris de court qu'ils ne savent pas encore très bien comment ils vont réagir. Il a été question, par le biais de la ministre de la Défense, de façon un peu logique et scolaire, de punir s'il y a quelques généraux d'actifs. Des carterons de généraux en retraite. Oui. Mais il y a un problème derrière. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça fait partie de ces surprises qui surgissent. Il y en aura qui surgiront ailleurs, de toute autre façon. Mais l'exécutif, j'insiste, n'a pas encore... avait pensé pouvoir tourner la page assez vite. C'est plus compliqué que ça. Ça ne représente pas toute l'armée. Ça mérite. Il y a quelques-uns des initiateurs qui sont très clairement proches de Marine Le Pen. Bon, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut dire les choses. Mais ça crée un climat, ça contribue au climat plutôt, ça contribue au climat. Donc c'est à suivre. Et Dominique, nous n'avons pas encore parlé de l'économie, du chômage, nous avons de nombreux sujets. Je vous propose qu'on y revienne au cours d'une prochaine émission. Vous avez raison, c'est aussi la toile de fond. La France a fait du surplace sur le terrain économique. Parions que si jamais la situation s'éclaire, il y aura un formidable rebond. C'est ce que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, laisse entendre. C'est ce dont il veut se persuader et nous persuader. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à crédit avec l'État qui paye pour ceux qui sont empêchés de travailler. Ce qui est logique, mais ça fait partie aussi du climat. Sortir enfin de ce bourbier. Merci beaucoup Dominique de Montvalon d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt. À bientôt, chers téléspectateurs.